Alors rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est lundi combien, 2 ou 3 mai, quelque chose comme ça, on est le 3 mai. J'ai terminé ce week-end ma lecture du tome 2 du premier cycle des Princes d'Ambre et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était... Alors c'est bizarre parce que c'est vraiment une ambiance particulière, très magique, très un petit peu comme un conte mais pour adultes avec beaucoup des codes du conte justement. Bah en fait ça m'a vraiment rappelé les souvenirs de lecture que j'avais quand j'étais enfant et que je lisais des contes, sauf que là c'est pour adultes et il y a quelque chose d'un petit peu... je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est un petit peu vieilli au niveau de l'univers, au niveau des personnages. On a par exemple un personnage auquel on s'attache pas vraiment, on le suit parce que c'est le héros, mais on n'a pas d'attachement au personnage. On va très vite, on survole beaucoup d'actions, mais il y a quelque chose de très poétique. Enfin je sais pas, c'est un petit peu curieux comme lecture, je sais pas trop comment en parler, mais toujours est-il que j'ai beaucoup aimé le tome 2, je l'ai lu assez vite. Je trouve que c'est vraiment une lecture très immersive et j'ai passé un très bon moment. Par contre je constate que le premier tome c'était une introduction à l'univers et le deuxième tome j'ai l'impression qu'on est sur une introduction à l'intrigue principale du premier cycle. Donc j'espère que dans le troisième tome on va commencer un petit peu à s'activer. Voilà, je passe très vite là-dessus parce que je sais pas trop comment en parler, ça m'a vraiment laissé une impression un petit peu étrange. Alors pas du tout désagréable parce que j'ai passé un très bon moment, mais je sais pas trop comment qualifier cette lecture, donc voilà, bref, c'était sympa. Alors après ça j'ai commencé Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave qui m'a été envoyé par Pico Books et que je remercie encore une fois. Je lui avais dit que c'est un livre qui me faisait très envie et elle l'a beaucoup aimé, elle s'est dit bon bah autant faire voyager le livre. Je trouve ça très cool et comme moi aussi j'aime beaucoup ma lecture, je me suis dit que ce qui serait chouette c'est de le faire voyager encore une fois. Mais voilà, ça m'a fait penser que ce serait vraiment sympa pour le Sororité Challenge d'avoir quelques livres qui tournent parmi les lecteurs et lectrices, de préférence des livres féministes. Là on est en plein dans la thématique, je pense que ça peut être chouette et puis chacun pourrait mettre son nom sur la couverture comme ça, je sais pas, ça pourrait être sympa. J'ai commencé Les Graciers et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est donc de la littérature blanche, on est sur un roman historique qui va parler de chasse aux sorcières mais pas dans le contexte qu'on connaît habituellement. On se situe tout au nord de la Norvège et on est en 1617, on est sur une île en fait, il y a donc des pêcheurs, des travailleurs, des hommes et des femmes qui vivent tant bien que mal dans des conditions quand même un petit peu difficiles parce qu'une île tout en haut de la Norvège en 1617 ça devait pas être facile tous les jours. Un jour comme les autres les hommes partent à la pêche, sauf qu'en fait il va y avoir une tempête qui va se déchaîner très rapidement. Ils ne vont pas avoir le temps de rentrer et ils vont se retrouver pris dans la tempête. Quasiment tous les hommes du village vont mourir ce jour-là et les femmes vont donc se retrouver seules entre elles, obligées de prendre la place des hommes, enfin de faire le travail des hommes. Sauf qu'elles n'ont pas été totalement oubliées du reste du monde puisqu'on va leur envoyer un homme qui est un délégué, qui est une espèce d'homme d'église mais qui n'est pas vraiment pasteur, enfin bref, un homme qui est envoyé là par d'autres instances, des instances politiques pour aller surveiller les femmes de près. Et il se pourrait bien que la chasse aux sorcières s'étende justement jusqu'en Norvège puisque on va aller surveiller ces femmes pour vérifier qu'elles se comportent bien comme des bonnes chrétiennes, qu'elles ne prêtent pas attention à tous les rites païens, toutes les diableries qui pourraient être autour d'elles. On va avoir deux héroïnes, l'une d'entre elles c'est une femme originaire du village qui a perdu son père, son frère et son fiancé dans la tempête et qui va voilà, essayer d'affronter un petit peu tout ce qui lui arrive, sachant que sa mère et sa belle-sœur c'est compliqué, que enfin bon bref, il se passe plein de choses. Et on va suivre une autre femme qui est originaire d'une ville portuaire dans une situation beaucoup plus aisée que les femmes du village et qui va se retrouver mariée à ce fameux délégué qui va aller enquêter sur l'île. Elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, ils sont à peine mariés qu'ils embarquent sur un bateau pour se retrouver sur cette île et forcément ça va tout bouleverser dans sa vie. Déjà parce que elle va drastiquement changer de conditions de vie, mais aussi parce qu'elle se retrouve mariée à cet homme pas franchement toujours très aimable, qui ne la traite pas toujours avec beaucoup de douceur. Elle se retrouve dans un endroit, dans une communauté qu'elle ne connaît pas, avec toutes les tensions et les conflits qu'il y a dans cette communauté, liés notamment autour de la religion et des origines étrangères de certaines personnes. Et c'est vraiment pas mal, enfin en tout cas je le lis très vite. C'est une intrigue assez classique de chasse aux sorcières mais ça fonctionne bien, c'est prenant, j'aime beaucoup nos personnages principaux. Je trouve que la plume est très poétique, j'aime beaucoup le cadre aussi, le fait que ça se passe tout au nord dans le froid comme ça avec la chasse à la baleine, la pêche et les glaciers. Je trouve que c'est assez chouette comme cadre, enfin bon voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. J'espère le terminer aujourd'hui puisqu'il doit me rester à peu près 150 pages et je pense savoir un petit peu où on va. À mon avis la fin va pas y avoir beaucoup de surprises. Et voilà donc pour mes lectures en cours, j'attends peut-être des services presse aujourd'hui, donc s'ils arrivent dans ma boîte aux lettres je vous les montrerai. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard si j'ai des nouvelles ou si j'avance dans mes lectures. Alors rebonjour tout le monde, on est mardi et j'ai terminé hier soir ma lecture des Graciers de Karen Millwood Hargrave qui était très chouette. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce livre, même si comme je vous le disais la fin est un petit peu attendue, enfin on voit un petit peu venir.
revenir, puisque en ce qui concerne l'intrigue c'est vraiment très classique, sans grosse surprise, les personnages vont là où on s'attend à ce qu'ils aillent, mais malgré ça je trouve que c'est une lecture très agréable, notamment parce que la plume et l'ambiance sont très réussies et que l'alchimie entre les deux personnages principaux, ces deux femmes qui vont se rencontrer sur cette île désolée tout au nord de la Norvège, je trouve qu'il y a une belle relation qui se crée entre elles qui est très touchante et leurs émotions sont très bien écrites, enfin en tout cas j'ai trouvé ça très émouvant, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ça, et hier j'ai reçu un livre absolument magnifique. Je me demande si c'est pas mon livre que je trouve le plus beau de ma bibliothèque, parce que vraiment déjà j'avais vu sur le site qu'il allait être très beau, mais je suis absolument fan de cette couverture. J'ai reçu 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin de la part des éditions La Talente, et laissez-moi vous montrer. Oh là 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 là, je le trouve vraiment hyper joli. Leur nouvelle édition de Lavinia, toujours de la même autrice, c'est vraiment très belle aussi, que j'adore, mais c'est un livre que j'avais déjà donc j'ai aucune intention de le racheter, mais vraiment ces nouvelles éditions sont magnifiques et vraiment je crois que, enfin je sais pas, j'ai beaucoup de beaux livres mais j'adore les couleurs de celui-ci, enfin je sais pas, je trouve la couverture trop belle. Bon bref, c'est donc plusieurs nouvelles, j'imagine 5 nouvelles, d'où le titre 5 chemins de pardon, mais j'en sais rien. Bon, en tout cas c'est des nouvelles où on va se situer sur la même planète, en tout cas je vois où c'est une planète et son satellite, mais en tout cas c'est le même gouvernement, et c'est un gouvernement de maîtres d'esclaves. Ils ont voilà bâti leur fortune, leur gouvernement et leur civilisation sur l'esclavage, sauf qu'ils doivent intégrer la ligue de l'écumène, qui est ce grand groupe formé par les gouvernements des planètes avec des humains. Et pour rentrer dans l'écumène, normalement il faut remplir certaines conditions, donc j'imagine qu'on va avoir des personnes envoyées pour vérifier ce qui se passe sur ces planètes. Et d'après le résumé, on peut s'attendre à une révolution, puisque on a écrit: mais où règne l'oppression, gronde la révolte, la libération viendra. En ces temps lourds de nuages et de promesses, voici 5 récits, un roman fragmenté, les destins croisés de femmes et d'hommes, habités chacun de leur propre histoire, destinés à se rencontrer, à se toiser, à s'affronter, à s'aimer, en chemin vers l'intelligence et le pardon. Ça a l'air d'être vraiment exceptionnel, j'ai hyper hâte de lire. De toute façon, en ce moment j'ai qu'une envie, c'est lire Ursula Le Guin. J'ai acheté l'autre jour Le Monde de Rocanon aussi, et hier soir j'ai un petit peu avancé dans son recueil de nouvelles qui m'avait été envoyé par ActFSF, j'ai oublié le nom du recueil. Donc voilà, merci énormément aux éditions La Talente, j'ai très hâte de lire ça, peut-être très prochainement. Attendez-vous à voir pas mal d'Ursula Le Guin dans mes vidéos, parce que vraiment j'ai très envie de continuer à découvrir cette autrice. Et sinon j'ai aussi commencé le tome 3 donc du cycle 1 des Princes d'Ambre, qui fait un petit peu moins de 200 pages, et je sais pas, j'ai lu 1 ou 2 chapitres hier, alors c'était très court. Je vais essayer d'avancer ça aujourd'hui. Je vous ai dit que je voulais intercaler un petit peu du Prince d'Ambre avec d'autres lectures, et après je me demande si je vais pas me lancer dans Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Je sais pas, je sens que c'est le bon moment, donc de toute façon je vous dirai ça la prochaine fois en vidéo. Je vous laisse ici du coup, et puis je vous retrouve bientôt. Alors rebonjour tout le monde, on est jeudi et je vous reprends. Alors je sais plus en fait, je me souviens plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Je crois que je vous ai dit que j'avais terminé Les Graciers et que j'avais bien aimé, mais je pense que je vous ai pas dit parce que je l'ai commencé hier soir. Oui, je vous ai pas dit que j'avais commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui est du coup en poche aux éditions Point, que je préfère la couverture du grand format, mais bon, vu la différence de prix, il n'y a pas photo. J'ai pris le livre de poche, c'est Cornelius qui a beaucoup aimé, qui me l'a beaucoup recommandé, donc bah ça y est. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors j'ai pas lu beaucoup parce que hier soir j'étais fatiguée. Je suis à la page 48 sur 600 et quelques, peut-être 700 pages même, je vous dis ça tout de suite, sur 740 pages. Donc il me reste 700 pages à lire. Pour l'instant j'aime bien. Après voilà, j'ai lu que 40 pages. Je suis assez intriguée par la magie, par cet univers. On est en Argentine dans les années 90 je crois, et voilà, on va suivre un père et son fils. La mère du petit garçon a disparu, apparemment elle est morte, mais d'après ce que j'ai compris, le père a des talents de médium. Normalement il devrait pouvoir parler à sa femme qui est décédée, mais il n'arrive pas à la joindre, et ça parle d'autres trucs magiques. On se dit ok, bon, visiblement il y a de la magie, et je n'en sais pas grand chose de plus pour l'instant. Je sais, puisque j'ai lu le résumé et que j'ai entendu Cornelius en parler, que va y avoir une espèce de société magique secrète qui va peut-être poursuivre le petit garçon et son père. Donc voilà, ça va être ma lecture principale pour les jours à venir. Et en parallèle j'aimerais continuer ces deux là, donc le recueil de nouvelles d'Ursula Le Guin et le cycle 1 des Princes d'Ambre de
Roger Zelani. J'ai commencé le tome 3 mais j'avance tranquillement, voilà, c'est pas une lecture qui prend trop la tête. Et sinon hier je suis passée à la librairie et j'ai pris ces deux romans. J'ai donc pris le tome 4 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc le tome 4 Jaunes yeux ou yeux jaunes yeux, voilà. Voilà, quatrième tome de la saga des Sentiers des Astres que j'aime énormément. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 il y a quelques mois, je voulais absolument enchaîner sur le tome 4, finalement j'ai laissé couler. Et bah voilà, là je l'ai pris pour Guillaume puisque je sais qu'il a quelques jours un petit peu tranquille. Je me suis dit que peut-être il aurait envie de se replonger dans cette saga qui est aussi une saga qu'il aime beaucoup. Et de toute façon moi j'ai prévu de le lire, alors peut-être pas tout de suite parce que je me suis préparé une grosse pile à lire pour le mois. Mais on verra, dans tous les cas c'est une saga qu'on adore tous les deux, une saga coup de cœur. Donc je voulais qu'on ait le tome 4 pour quand on se déciderait enfin à se mettre à jour. Et je me suis enfin pris un roman que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais à chaque fois je me dis bon je repousse parce que j'ai tellement de livres de littérature blanche à lire déjà que je ne lis pas. Mais celui-ci j'ai vraiment très envie de me plonger dedans. C'est donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est une autrice que je n'ai jamais lue mais qui est quand même pas mal populaire. Là pour les dernières nouvelles que j'avais à vous donner au niveau de mes lectures, je vais tout tomber derrière moi. Je vais avancer ça, j'espère l'avancer bien aujourd'hui et j'aimerais bien pouvoir le terminer d'ici, bon peut-être pas ce week-end parce que c'est quand même un gros pavé, mais tranquillement en début de semaine prochaine, on verra bien. Je vais essayer de pas non plus me mettre la pression pour ça et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, on est mardi 11 avril et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris puisqu'il me semble que ça doit faire au moins 5 jours que j'ai pas rallumé la caméra pour la simple et bonne raison que mes lectures ça a vraiment pas été terrible dernièrement. Je suis vraiment dans une période de lecture où, alors un petit peu comme le mois dernier d'ailleurs, c'est pas que c'est la panne de lecture mais c'est pas franchement non plus l'enjaillement des lectures, je sais pas comment expliquer, mais je regarde ma bibliothèque et il y a rien qui me fait envie. J'ai du mal à être emportée par mes lectures. En plus là j'ai fait des lectures décevantes puisque depuis la dernière fois j'ai abandonné 2 livres. Donc vraiment c'est pas terrible, à l'exception près de ma lecture en cours qui est Capitale du Sud tome 3 dont je vous parle juste après. Mais voilà, alors il me semble que la dernière fois je vous avais dit que j'avais commencé le tome 3 du cycle 1 des Princes d'Ambre. Et bah on en est toujours là, je l'ai commencé, c'est à dire que le livre, enfin le tome 3 doit faire 180 pages et j'ai lu 20 pages et je n'avance pas parce que je trouve que ce tome 3 est beaucoup moins prenant que les précédents. Alors c'est pas un abandon, c'est juste que j'ai eu un petit peu de mal à me motiver à y retourner, mais là je pense que je vais essayer d'avancer. Si ça marche pas, bon je laisserai tomber, mais j'aimerais bien ne pas abandonner toutes mes lectures. Je suis désolée, je suis toute blanche mais c'est... La lumière est un petit peu bizarre aujourd'hui donc il va falloir faire avec. Mais voilà, du coup j'ai pas avancé là-dedans et franchement je suis pas hyper emballée à l'idée d'y retourner parce que vraiment ce tome 3 ne m'emballe pas plus que ça et c'est bien dommage. J'ai aussi commencé Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Je suis arrivée à la page 250 sur 750, donc je suis arrivée au premier tiers du roman et j'ai dépassé le moment où il y a la première ellipse temporelle parce qu'en fait on rencontre un père et son fils au tout début du roman qui vont être nos personnages principaux, et au tout début du roman l'enfant, enfin le fils est encore un enfant et je suis allée jusqu'au moment où on le retrouve quand il est adolescent. On m'a dit oui il valait mieux attendre parce que ça devenait un petit peu plus intéressant à ce moment là. Bon bah moi j'ai pas trouvé, je continue à m'ennuyer sur cette lecture qui est pas inintéressante et je comprends pourquoi pour certains ça a été une très bonne lecture et je sais que Cornelius l'a beaucoup aimé et je peux comprendre qu'on l'aime puisque c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez envoûtant dans cet univers, dans le côté malaisant, un petit peu glauque. Alors déjà pour situer le contexte, on est en Argentine pendant la dictature militaire et on va suivre donc un père et son fils. La mère de l'enfant est morte quelques mois auparavant et le père va chercher à protéger son fils d'une espèce d'organisation, une espèce de secte magique, religieuse, ésotérique, un truc un petit peu étrange parce que lui, le père, il a des pouvoirs magiques qui fait qu'il est très important pour cette secte et il commence à avoir de l'intérêt pour l'enfant aussi en se disant bon bah quand le père sera cané on pourra peut-être récupérer le petit pour faire la magie à sa place et tout, et le père n'a pas du tout envie que son fils devienne comme lui puisque c'est vraiment un milieu très compliqué, très dangereux, très sombre, enfin vraiment c'est glauque. Arrivé où j'en suis, je n'ai pas tout démêlé, d'autant plus que c'est quand même un livre de 750 pages, donc j'imagine qu'au bout de 250 pages, sachant qu'on a un saut dans le temps, je ne suis qu'au tout début de la véritable intrigue et bon je pense que je n'irai pas plus loin donc ça va s'arrêter là pour moi. Ouais dommage parce que je comprends l'intérêt du livre, c'est vrai que cet univers est très intéressant avec cette espèce de secte religieuse magique, on a envie de savoir, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre un petit peu cette magie. Il y a pas mal de magie mais une magie un peu différente de ce dont on a l'habitude parce que ça se passe quand même en Argentine et c'est lié quand même à la culture locale et bref, j'aurais bien aimé en apprendre plus là-dessus mais je me suis ennuyée en fait et c'est assez dommage parce que c'est une lecture qui devrait être riche en émotions parce qu'on a quand même des scènes
qui devrait être très émouvante. On a des scènes violentes, on a des scènes glauques, on a beaucoup de bizarres, mais pour moi la lecture a vraiment été plate en fait. Globalement il se passait des trucs, mais que ce soit très sombre ou très bizarre, très émouvant, je restais assez neutre en fait. Ouais, pour moi c'était une lecture qui était trop plate. Officiellement il est pas vraiment abandonné, il est mis en pause. Ah quoi qu'attendez, non, je crois que je l'ai rayé dans mon carnet de lecture. Je sais plus. Bon, toujours est-il que c'est pas impossible que je le reprenne parce qu'en fait je suis à la page 250. Mais j'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses et qu'il se soit passé tant de choses. Donc j'imagine que si par exemple cet automne j'ai envie de le reprendre, j'aurais pas besoin de tout reprendre depuis le début, puisque je pourrais reprendre à peu près là où je me suis arrêtée. Donc peut-être que je le reprendrai. Mais franchement j'en doute. À mon avis ça va juste être un abandon pur et simple. Et puis voilà, c'est dommage, mais on peut pas tout aimer. Je suis vraiment déçue de pas avoir aimé celui-ci. Je m'attendais à une excellente lecture, à un truc assez incroyable et tout, mais bon finalement pas du tout. Je suis désolée, j'espère que je parle pas trop du nez, mais j'ai un rhume depuis quelques jours. Que disais-je? Oui, du coup deuxième abandon, c'est une lecture que je faisais sur ma liseuse. Je m'étais dit oui, parce que après tout ça quand même, la déception du tome 3, l'abandon de Notre part de nuit, je commençais à être un petit peu pas hyper ravie de mes lectures. Et vous savez, quand vous avez plusieurs déceptions à la suite, vous vous mettez dans un cercle vicieux de lecture où ça va pas le faire, où il n'y a plus rien qui vous fait envie, bref, on frôlait la catastrophe. Et c'est à ce moment là que j'ai reçu ça, donc le tome 3 de Capitale du Sud, Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian aux éditions Les Forges de Vulcain. J'attendais avec impatience parce que vous connaissez mon amour pour cette saga. D'ailleurs regardez, la couverture est vraiment incroyable, super belle. Enfin le travail éditorial sur ces livres, la qualité des livres est juste incroyable. Et bon, bref, du coup je l'attendais avec impatience, je l'ai reçu et là j'ai été face à une hésitation. Est-ce que je commence Capitale du Sud tome 3 en sachant que je suis un petit peu bif bof sur mes lectures et que j'ai peur que ça marche pas ou que je sois un petit peu encore dégoûtée de mes déceptions, et je voulais pas que mes déceptions contaminent ma lecture de Capitale du Sud. Enfin je sais pas, j'avais envie de me relancer dans une nouvelle lecture, un truc un petit peu plus entraînant pour reprendre Capitale du Sud dans de meilleures dispositions. Finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc pris une autre lecture. Ce que j'avais pas prévu, c'est que ce serait aussi un abandon, puisque j'ai sorti le tome 2 de la trilogie L'Héritage de Jeanne Adeba. Enfin non, c'est pas l'héritage, la trilogie, je sais plus, mais la suite de L'Héritière, qui est une trilogie de fantasy beat-lit humoristique. J'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'avais trouvé divertissant, fluide, prenant, enfin vraiment j'avais passé un très bon moment de lecture. Mais alors ce tome 2, il est passé tout à côté. Enfin vraiment j'ai pas compris parce que j'avais tellement aimé le tome 1, mais dans le tome 1 j'avais bien aimé l'humour qui était... Alors j'irais pas jusqu'à dire qu'il était hyper léger, mais il était pas non plus omniprésent, alors que là l'humour dans le tome 2 je l'ai trouvé vraiment très lourd. L'autrice avait été forcée à mettre des jeux de mots toutes les phrases alors que c'était vraiment pas nécessaire, ça rendait le tout très lourd, pas agréable à lire. Dans le tome 1 l'intrigue était plutôt sympa, alors pas franchement révolutionnaire mais franchement sympa à suivre avec un petit côté enquête. Là je suis arrivée au tiers du livre et on commençait à voir l'intrigue apparaître. Je suis allée jusqu'à un moment où on découvre un truc assez chouette, mais en fait ce truc assez chouette, l'existence d'un dieu, un truc un peu sympa, est suivi par un long passage où on capte rien dans une espèce de boîte de nuit. Et là j'ai décroché. En fait j'ai décroché et j'ai pas réussi à m'y remettre, donc j'ai abandonné ma lecture alors que j'étais persuadée que j'allais passer un bon moment. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais choisi cette lecture. J'avais vraiment envie d'un truc léger, pas prise de tête, un truc fluide qui m'amuserait et tout. C'est un échec, voilà, c'est un échec. Donc j'ai abandonné Alouette de Jeanne Adeba, qui est donc le deuxième tome de la trilogie. Et par conséquent j'imagine que j'abandonne la trilogie parce que je pense pas que je reprendrai. Donc voilà, c'est dommage. Donc j'ai abandonné ça et ensuite je me suis rendue à l'évidence, il n'y avait qu'un seul livre qui pourrait me sortir de cette simili-panne de lecture. C'était donc Capitale du Sud et je l'ai commencé et vraiment je ne regrette pas. J'aurais dû lire ça en tout premier en fait. J'aurais dû tout poser quand le livre est arrivé et le lire directement, je me serais certainement épargné des misères. Et j'ai notamment adoré retrouver les personnages dans ce tome là. D'autant plus si vous avez lu le tome 2 de Capitale du Nord, vous savez ce qui se passe à la fin et donc du coup vous savez un petit peu ce qui se passe au début de celui-ci. Et j'étais trop contente, j'étais trop contente voilà, de retrouver et de voir comment les personnages allaient se... Enfin bon, bref, trop bien. Voilà, j'ai plongé là-dedans la tête la première et je n'en suis quasiment pas sortie. Alors je rentre pas dans le détail tout de suite parce que là je voudrais profiter qu'il fasse beau pour aller prendre l'air. Donc je vous parlerai de ça, je vous ferai la chronique demain. Et voilà, du coup je vais vous laisser là, je vous ferai la chronique de ça demain. Et j'espère que j'aurai une nouvelle lecture que j'aurai commencée et qui me plaira et dont je pourrai vous dire quelques mots aussi. Donc voilà, sur ce je vous laisse ici et je vous retrouve demain. Alors rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi et je reviens comme promis pour vous parler du tome 3 de Capitale du Sud que j'ai terminé hier et que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est le tome que j'ai préféré de la trilogie.
Même si c'est vrai que j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 1 il y a toujours cette excitation de la découverte et voilà cette joie de découvrir un nouvel univers, une nouvelle plume, mais j'ai énormément aimé certains aspects de ce tome 3 qui n'étaient pas présents dans les autres et qui m'ont beaucoup surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'on aille dans cette direction là. Alors finalement maintenant que j'ai terminé le livre je me dis ah oui en fait il y avait quand même des indices, ça fait sens que ça aille dans, enfin évidemment que ça fait sens que ça aille dans cette direction là, j'aurais pu m'y attendre, mais j'ai quand même été surprise par un aspect un petit peu utopique, enfin un petit peu non carrément utopique qu'il y a dans ce tome 3 et que j'ai vraiment adoré, qui m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé que ça avait vraiment ouais du sens en fait, qu'on parte dans cette direction, ça avait du sens avec l'histoire, avec l'intrigue avec le personnage, ça m'a, enfin bref ça m'a beaucoup plu. Évidemment c'est un tome 3 donc je vais pas pouvoir vous donner autant de détails que ce que je voudrais, mais je vais quand même pouvoir vous donner quelques éléments. Je me demandais vraiment comment ils allaient faire pour conclure cette trilogie là, pour qu'on ait les réponses et que voilà notre héros termine son intrigue sans conclure en même temps la trilogie de Capitale du Nord. Comment on faisait pour continuer à alimenter l'intérêt de Capitale du Nord tout en concluant Capitale du Sud. Enfin bref c'était, je pense qu'ils ont dû s'arracher les cheveux sur cette question, mais c'est vraiment très bien fait et j'ai adoré qu'on retrouve des éléments de Capitale du Nord dans ce tome 3 tout en gardant vraiment, c'est pas un mélange de Capitale du Nord et de Capitale du Sud, c'est vraiment Capitale du Sud mais où on a des échos de Capitale du Nord plus présents et on a des événements, des choses de Capitale du Nord qui, bah voilà, qui sont arrivées, qui se sont entremêlées dans l'intrigue de Capitale du Sud, mais c'est pas un mélange, ça reste, enfin comment dire, ça reste vraiment le Capitale du Sud, ça reste vraiment la patte de Guillaume Chamanadjian et je trouve ça incroyable qu'ils fassent ça avec Claire Duvivier, qu'ils arrivent à se prêter des personnages, à les faire apparaître, enfin je trouve ça fascinant, incroyable, enfin vraiment je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais cette double trilogie, cette saga de la Tour de Garde, c'est vraiment la chose la plus... la meilleure chose qui a été faite dernièrement en fantasy je trouve. Alors je me suis encore un petit peu éparpillée du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai adoré aussi ce côté utopique qui est présent dans le tome 3 puisque nos personnages vont se lancer dans une nouvelle aventure quelque part et j'ai beaucoup aimé tout ce que ça crée autour d'eux, les dynamiques entre les personnages, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je trouve que ça nous fait vraiment une très belle évolution de notre personnage de Nox qui est vraiment un personnage hyper attachant, qui a cet amour pour la poésie, pour les contes, pour les histoires qui est vraiment développé dans ce tome 3 qui s'appelle Les Contes Suspendus et c'est pas pour rien parce qu'on a vraiment toute une partie de l'intrigue qui va concerner voilà ce côté conte, poésie et j'ai adoré la manière dont finalement ça nous révélait des choses sur la magie. Alors on est allé dans une direction à laquelle je m'attendais pas et je dois dire que par certains aspects ça m'a peut-être un petit peu déçue. Je m'attendais à ce qu'on nous fasse les révélations sur le monde, sur la magie et que ça aille dans une autre... pardon, qu'on aille finalement dans une autre direction. Là j'ai trouvé que c'était un peu étrange mais en même temps bah voilà c'est la justification de l'auteur, c'est ce qu'il a imaginé pour son univers, donc c'était vraiment trop bien d'explorer, d'avoir enfin les réponses de cet aspect là et j'ai beaucoup aimé la manière en fait dont finalement ce tome 3 c'est vraiment le tome du personnage, enfin comment dire, les tomes précédents on parlait beaucoup de la ville, on parlait beaucoup de la politique de la ville, mais ce tome 3 je trouve que c'est vraiment le tome de Nox où vraiment où il s'affirme, où il s'émancipe et où en fait tout le tome est un reflet de sa personnalité et des choses qui l'animent, des choses qu'il aime, des choses dont il a peur et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Enfin je vais pas m'étendre 150 fois, j'ai trouvé que c'était excellent même si je dois dire que c'est un tome où j'ai trouvé que le rythme était assez inégal et aussi j'ai trouvé qu'il y avait un peu de confusion à un moment plutôt dans la deuxième moitié, dernier tiers, quelque chose comme ça où d'un seul coup il se passe pas mal de choses et je sais pas, on n'arrive pas trop à se situer sur la temporalité, il y a un passage qui est un petit peu confus j'ai trouvé et pour le rythme un petit peu inégal je l'ai noté mais personnellement ça m'a pas gêné puisqu'en fait ce creux dans le rythme du roman permettait justement de développer cet aspect utopique que j'ai vraiment adoré, donc personnellement j'ai adoré, mais j'imagine que peut-être certains trouveront que c'est un petit peu mou à ce moment là. J'attends avec impatience le tome 3 de Capitale du Nord et j'attends aussi avec la même impatience les autres projets de l'auteur. Peut-être qu'ils feront d'autres projets communs mais peut-être que maintenant Guillaume Chamanadjian va avoir envie de se lancer sur ces trucs un petit peu plus perso à lui, j'en sais rien, mais dans tous les cas je suivrai avec beaucoup d'attention ce qu'il produira et voilà, une excellente lecture. Je m'arrête là sinon on est encore là demain. Ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture tout aussi excellente et je peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d'enchaîner enfin 2 excellentes lectures après avoir enchaîné 2 abandons. J'ai repris cette énorme intégrale, j'ai
repris Tyrannael de Elisabeth von Harburg, qui est donc une grosse saga de Planète Opéra en 2 intégrales comme ça c'est l'intégrale 1, c'est chez les Moutons Électriques, et il y a un intégral 2, j'avais déjà lu le premier tome de l'intégrale et donc bah là j'ai attaqué le 2e tome et je dois dire que cette lecture est beaucoup plus fluide que la lecture du tome 1, parce que le tome 1, bon déjà on découvre beaucoup de choses parce que c'est un tome 1, mais c'est surtout que le tome 1 il est très fragmenté finalement et c'était assez difficile de comprendre déjà qui était qui, où on se situait sur la temporalité et avec même quel peuple on était, et c'était bon bref, le tome 1 était un petit peu compliqué à comprendre, mais le tome 2 est beaucoup plus classique dans sa construction parce qu'on est déjà, c'est beaucoup plus linéaire, on est plus fragmenté, on suit un personnage et on avance avec lui, même s'il y a quand même beaucoup de retours en arrière qui je pense vont être la caractéristique de la saga, mais c'est quand même beaucoup plus simple que le tome 1. Terranael, on est donc sur un planète opéra. Ce qui s'est passé c'est que la Terre a envoyé des vaisseaux pour coloniser une nouvelle planète et que ces colons ont donc mis les pieds pour la première fois sur cette planète qui a beaucoup d'éléments qui vont les surprendre. Première chose qui va les rendre un petit peu inquiets, c'est qu'ils vont découvrir qu'il y a eu une civilisation sur cette planète, mais une civilisation qui semble avoir totalement disparu, puisqu'on a encore toutes leurs villes, leurs villages qui sont conservés comme s'ils étaient partis la veille. Il y a aussi pas mal de vestiges de technologie, enfin bref, on voit clairement qu'il y a eu toute une civilisation qui était là et qui a mystérieusement disparu du jour au lendemain, puisque ce qu'ils constatent aussi c'est que tout est resté en l'état, il n'y a aucun corps, aucun cadavre, aucune trace de vie, il y a que des animaux mais il n'y a pas de vie humaine entre guillemets. Donc évidemment ils se posent des questions de pourquoi cette civilisation a disparu, qui était-il, qu'est-ce que c'était que ces technologies, bref il y a quand même pas mal de choses qui posent problème. Et le plus grand mystère qu'ils vont affronter c'est l'existence de cette mer intérieure, une sorte de mer de brume qui a un cycle en fonction de ses satellites, enfin je sais plus trop quoi, qui de temps en temps arrive sur le continent, et en fait les gens qui tombent dans la mer disparaissent totalement. On retrouve jamais leurs cadavres, quand la mer s'en va il y a plus de traces de leur existence, et ça va poser pas mal de problèmes. Bref, les premiers colons vont affronter beaucoup de mystères et en fait on va suivre comme ça plusieurs générations de colons à différents endroits de la planète, et ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont découvrir. Et là où ça se complique c'est qu'on n'a pas que le point de vue des colons, c'est qu'en fait le point de vue des colons d'ailleurs on les a à travers les rêves de une de ces personnes qui vivaient sur la planète avant, qui non seulement nous parle de ce qui va se passer dans le futur quand les colons terriens seront là, ça devient un petit peu compliqué, mais qui va aussi nous raconter par fragments ce qui s'est passé pour d'autres personnes de cette civilisation et pour elle-même. Et on a plein de fragments d'histoire de différents personnages dans différentes époques à différents lieux qui vont nous dessiner un peu le panorama de ce qui se passe sur cette planète, de qu'est-ce que c'est que cette planète. Et c'est une planète avec beaucoup de particularités, et il y a aussi des personnes qui ont des espèces de dons psychiques qui leur permettent notamment par exemple de faire des rêves sur l'avenir, mais aussi d'autres choses. On va découvrir toute cette culture, toute cette civilisation qui existait sur cette planète avant. Bref, c'était absolument passionnant, mais c'est vrai que le tome 1 est très compliqué à prendre en main parce qu'on a on a beaucoup de fragments, on sait jamais trop où on se situe dans le temps, on sait jamais trop en plus parce que c'est des rêves de futur, et en fait on comprend peu à peu que ce sont des rêves mais on n'est pas sûr que ça se réalise vraiment. Bref, c'est assez compliqué. Voilà en gros pour le résumé du tome 1 et de la saga. Pour le tome 2 on est donc sur une construction beaucoup plus linéaire, puisqu'on va rencontrer un personnage qui est donc un descendant des colons terriens qui sont arrivés, qui est là depuis très longtemps et qui va nous raconter son histoire. Et c'est une histoire pas mal atypique puisque lui il lui est arrivé des choses dans sa famille, ils ont une espèce de particularité et ils ont vécu des événements en lien avec les étrangetés de cette planète qui font qu'il a un destin un petit peu particulier, et que en suivant son existence, enfin bref, quand on suit le personnage on découvre des choses un petit peu mystérieuses, un petit peu magiques qui seraient liées au fait à des particularités de la planète, et je peux pas vous en dire plus, mais pour l'instant j'adore, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup la direction que ça prend et j'ai hâte d'en savoir plus. En fait on se pose énormément de questions sur cette ancienne civilisation, sur les particularités de la planète, sur qu'est-ce que c'est que cette espèce de magie auquel certaines personnes sont sensibles et d'autres pas. Et aussi ce qui est passionnant c'est qu'on voit comment la société a évolué, comment c'était des simples colons qui vivaient un petit peu à l'ancienne de manière assez primitive, maintenant il y a eu d'autres arrivages, il y a eu d'autres générations, et donc comment leur société a évolué. Donc voilà, c'est une saga qui est vraiment passionnante et qui est très riche sur le contenu et que j'aime énormément. Et la plume d'Elisabeth von Harburg, la manière dont elle rend les personnages sensibles, émouvants, je suis fan, vraiment. Elisabeth von Harburg c'est devenu une de mes autrices préférées, si ce n'est mon autrice préférée. Donc voilà, j'ai beaucoup
beaucoup parlé, ça fait 20 minutes que je parle, donc je vais vous laisser ici. Et puis je vous reprendrai plus tard avec des nouvelles de mes lectures. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, ça doit faire quasiment 2 semaines, peut-être même 3 semaines que je vous ai pas pris sur ce vlog parce que j'avais très la flemme et j'ai un petit peu oublié. Je suis partie en vacances pendant 2 semaines, une semaine chez des copains et ensuite j'ai passé quelques jours dans ma famille avant d'aller passer le week-end à Westurland avec des amis. Là on est tout début mai, on est mardi, donc voilà, je suis rentrée hier du week-end de Westurland qui était vraiment trop bien. C'était trop cool de voir les copains, c'était trop cool de voir Pepper et Cornelius, j'ai croisé l'Olifant aussi. J'ai aussi vu pas mal d'auteurs avec qui j'ai pu discuter et j'ai croisé certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, franchement c'était trop cool. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour voir ce que ça donnera sur une 3e édition. Parce que là, bon ça va, on a eu de la chance, il faisait assez beau alors qu'à la base ils annonçaient un temps un petit peu pluvieux. Finalement il a pas plu, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde et que le lieu était assez petit. Donc je sais pas si l'année prochaine ils prévoiront plus grand ou s'ils se débrouilleront autrement, mais dans tous les cas j'espère que je pourrai y aller. Je sais plus du coup, comme ça remonte à 2 semaines, quasiment 3 semaines. Qu'est-ce que je vous disais dans ce vlog? C'était avant de partir à Lyon. J'étais donc... Ah oui, alors du coup j'étais en train de lire Tyrannael et j'ai terminé l'intégrale 1 de Tyrannael de Elisabeth von Arburg que j'ai pas avec moi, il est rangé dans la bibliothèque. Et c'était trop bien, vraiment c'était exceptionnel cette intégrale. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus dans ce vlog. De toute façon je pense que quand j'aurai terminé l'intégrale 2 je ferai une vidéo sur la saga. C'est vraiment une saga que j'aime énormément pour l'instant, qui va même se hisser très certainement dans le top 3 de mes sagas préférées parce que j'ai adoré l'ambiance et j'ai adoré le fait dans les tomes 2 et 3 en fait je vous ai dit, on est voilà sur cette planète et on va découvrir la colonisation des humains de Tyrannael, mais sur un laps de temps vraiment très étendu. Et on a à la fois la colonisation des humains sur Tyrannael, mais on a aussi tout un tas de choses qu'on va découvrir sur les anciens, sur les civilisations qu'il y a eu avant sur cette planète. Mais en fait en ce qui concerne la colonisation des terriens de Tyrannael, ce qui est super intéressant c'est qu'on va avoir des grands bonds dans le temps et qu'on va voir finalement comment cette société évolue, comment de génération en génération les gens sont influencés par la magie, par les choses particulières qu'il y a sur Tyrannael, comment ça va les modifier et comment ça va changer la société. Et c'est vraiment incroyable, passionnant. Mais vraiment le tome 2 et le tome 3 ce sont des coups de cœur. Enfin je pense que ça va être une saga coup de cœur, c'est sûr et certain. Et voilà, je vous en dis pas plus maintenant parce que franchement j'ai un petit peu déconnecté de ce vlog, donc j'ai un petit peu la flemme. Mais je compte bien poursuivre très prochainement cette saga, même si j'ai pas mal de choses à lire là, parce que forcément entre mes achats à Lyon, les achats à Westurland et les derniers services presse que j'ai reçus, j'avoue que j'ai un petit peu débordé. Et bon bref, c'est pas trop dans mes habitudes, donc bon bref, là je me suis un petit peu tout mélangé les pinceaux avec mes sagas en cours, mais je compte bien continuer Tyrannael prochainement et donc normalement je vous en dirai bientôt des nouvelles. Je me demande si je vais pas me pencher là-dessus puisque c'est un roman que j'attendais avec impatience, c'est Le Pays sans lune de Simon Jiménez dans la collection Nouveau Millénaire des éditions J'ai lu. J'avais adoré le premier roman de l'auteur qui était de la science-fiction, qui était Cantique pour les étoiles. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman et donc celui-ci je l'attendais avec impatience. Je suis allée le chercher ce matin à la poste et je pense que je vais commencer ça. J'ai aucune idée de à quoi ressemble ce vlog parce que j'avoue que j'ai totalement décroché de YouTube ces dernières semaines, donc j'espère qu'il est quand même pas trop mauvais, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu et puis sinon j'espère que je me rattraperai avec les prochaines vidéos. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.